En tout cas, beau studio, les gars. Beau studio, on dirait presque que ça va être écouté. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bientôt la Fame. Alors, petit rappel, si vous découvrez tout juste ce podcast, dans Bientôt la Fame, la parole est donnée à des artistes du monde du stand-up qui ont la particularité de ne pas être encore connus du grand public. Dans cet épisode, je reçois Hugo Levent, et il est tout à fait possible que vous ne le connaissiez pas encore. Tape Hugo Levent sur Spotify, tu tombes sur des gars qui font de la Viet Vodao, mais pas sur moi, quoi. Je m'appelle Bangui, vous ne me connaissez pas non plus, et c'est normal, puisque c'est Bientôt la Fame. Maintenant, je vais vous demander de taper les pieds, on tape dans les mains, et faites un maximum de bruit pour le prochain! Hugo, merci d'avoir accepté d'être le deuxième invité de ce podcast. Avec grand plaisir. Tu t'attends quand même à avoir beaucoup d'écoutes, parce que là, je peux te dire le chiffre, il est sorti quoi, il y a une semaine et demie, le premier. Je crois qu'on est à 70 écoutes. Mais c'est magnifique. C'est pas mal. Non, mais pour de l'audio comme ça d'une heure, c'est stylé. C'est pas si mal. Tu sais quoi, c'est peut-être, genre là, c'est peut-être une scène dans ma soirée. C'est l'équivalent d'une scène et c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, Hugo Levent, humoriste, stand-upper plus précisément. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je fais partie du Micro Comedy Club, ouais. Et à Nantes, et ouais, je suis un acteur de ce mouvement, quoi. On doit être une cinquantaine d'humoristes à Nantes. Et je fais partie des 15-20 qui en vivent. Et du coup, on essaie vraiment de développer le stand-up à Nantes. Qu'est-ce que tu y fais, toi, au Micro Comedy Club ? Je joue là-bas très régulièrement. J'y ai fait mon spectacle. J'ai fait un spectacle avec Maxime Stockner aussi. On a fait un voyage en stop. Tout autour de l'Europe pour faire un spectacle en impro là-dedans. On essaye de faire plein de trucs, après on s'entraide. Vous avez fait un voyage pour choper des blagues ou... C'est ça, ouais. Non, en fait, on s'est juste dit, on a envie de partir en vacances, on n'a pas de thunes, parce que l'année dernière, tous les deux, on n'avait pas l'intermittence du spectacle, et du coup, on s'est dit, vas-y, on veut voyager, comment on le fait ? Sans argent. Comment on voyage sans argent ? On stoppe, et on s'est dit, viens, on pousse le délire encore plus loin, la bouffe et le logement, pareil, on essaye de faire au bon vouloir des gens qu'on rencontre, quoi. Et on s'est dit, une expérience comme ça, il y a un contenu à en sortir, et on va faire un spectacle de stand-up dessus. On a utilisé une vingtaine de photos, et on a fait un spectacle dessus. Chaque photo, c'était un chapitre. Donc une ville, c'était une photo d'une ville, une photo d'un événement. Et on l'a mis sur un compte Instagram, toutes les photos étaient dessus. Et le public, on leur a donné le compte Instagram, et pendant le spectacle, on leur disait « photo suivante ». Et on faisait des blagues en impro. Parce que comme on était deux, si on avait voulu écrire, répéter et tout, ça aurait été trop théâtral, et ça se serait vu. Et du coup, on a fait tout ça en impro après. Ouais. Et c'était un one-shot ? On l'a fait 2 fois. Ouais. Ah, bah, trop bien. On le refera peut-être un jour. Dans un nouveau voyage ? Dans un nouveau voyage, mais avec des thunes, parce que c'est vraiment pas facile. Toi, tu fais du stand-up depuis combien de temps ? Depuis que j'ai 15 ans. T'as quel âge ? J'en ai 20. Ça fait 5 ans. Je suis arrivé à Nantes à 17 ans. T'étais où avant ? À Lorient, enfin à Plomeur, juste à côté. Tu commençais déjà le stand-up là-bas ? Ouais, mais je jouais genre une fois par mois. Donc, comme j'ai commencé, je me suis dit, non, il faut que je me casse de cette ville. Parce que, bon, s'il y a des auditeurs de Lorient... Pas sûr, hein. Tu non, peux y aller plus pour de la l'instant. gueule, cette ville. Et du coup, j'avais trop envie de partir, j'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir plusieurs tafs. Et j'ai réussi à économiser pas mal de thunes pour pouvoir partir à Nantes. Parce que mon père, il voulait pas à la base. Il était là, on te paye une chambre dans notre maison. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille te payer un appart alors que... Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Et parce que tu leur as dit que tu voulais partir à Nantes pour faire du stand-up ? Pour faire du stand-up, ouais. Mais ils étaient là, ça va, tu en fais une fois par mois. Moi, j'étais là, non, moi, je veux en vivre, je veux que ça soit mon métier. Ils étaient persuadés que c'était un hobby à la base. Ouais, que c'est comme tu fais du karaté ou du judo. C'est ça. Et ils se sont dit, mais pourquoi tu veux faire ça ? Et après, il y a la mentalité à l'asiatique, c'est que quand on dit un truc, on le fait, quoi. Et mon père, pour rigoler, un soir, il m'a dit, si tu arrives à ramener suffisamment de thunes pour te payer un an de loyer, oui, tu peux partir à 17 ans de la maison si tu veux, go. Sauf que je l'ai fait. Et du coup, je suis parti, ouais, pour faire des blagues. On est arrivé ici, et puis Covid. Ah ouais, bon timing. Covid, ouais. Du coup, on a fait un comedy club dans notre appart. Ça, c'était cool de ouf, ça. C'était quoi ? Vous faisiez sur du Zoom ou sur Twitch ? Non, vous faisiez comment ? Ah non, c'était des gens qui venaient dans votre appart ? Dans notre appart, ouais. Mais c'est mal, ça, pendant le Covid. C'est très mal, ouais. Mais tu vas couper des trucs dans ce podcast. De toute façon, encore une fois, il y a très peu de probabilité qu'il y ait des gens de Lorient qui écoutent ou des flics. Sur 70 personnes. Non, mais puis c'est réglé. On a eu un procès, tout à cause de ça. C'était pas mal, ouais. C'était bien, non ? Vous avez vraiment eu des emmerdes ? Ouais. On achetait tous les dimanches 300 bières qu'on mettait dans nos frigos. Et c'était en libre service. Et après, on savait qu'il y avait un chapeau à la fin du Comedy Club. On ne faisait pas de thunes, mais on remboursait nos bières. Et après, ça faisait la fête dans notre appartement avec des DJ et tout.
Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on s'est reçu des parpaings. On a eu des parpaings dans notre volet. Des voisins de l'immeuble d'en face. Parce qu'on savait pas, on se disait, bon, on a invité tous les voisins, ils sont tous contents qu'on fasse ça. Sauf que c'était les voisins d'en face qui n'en pouvaient plus du bruit, qui n'étaient pas invités. On n'avait pas tilté qu'il fallait inviter toute l'île de Nantes. Au Cluster Comedy Club. C'est ça. Ouais. Non, on n'a jamais eu de Covid à cause de ça, par contre. On l'a eu après et avant, moi et mon coloc, mais jamais à cause. Il n'y a jamais eu d'emmerde à cause de ça. Mais on a fini par se faire virer parce que, ouais, justement, le propriétaire, il a été au courant, et il a tout fait pour qu'on parte. Et on a gagné le procès, parce qu'il a voulu justement nous attaquer pour ça et pour pas nous rendre la caution. Sauf que nous, on avait besoin de cette caution. La caution était à 2000 balles chacun. On était là, tu vas nous rendre la caution, mec. Tu vas nous rendre la caution. Et vous avez gagné, du coup. On a gagné. C'est beau. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du stand-up, du coup ? Qu'est-ce que je faisais ? J'étais au lycée. Hein. Ça se passait comment ? Moi, je suis né en banlieue parisienne. Après, je suis arrivé à Lorient. Et moi, Lorient, j'ai vraiment pas réussi les mentalités ici, là-bas à comprendre, quoi. En banlieue parisienne, en fait, y a un peu la mentalité il faut se faire respecter. Et tu peux te faire respecter par les blagues ou en sachant te battre, te défendre et tout, quoi. Et moi, j'étais en collège, zone d'éducation prioritaire. Et on était 18 par classe. Moi qui suis asiatique, j'étais appelé le blanc. Et on était 4 blancs dans la classe. Et on se faisait dégommer. Et du coup, j'ai appris à faire des blagues là-bas, quoi. Parce que si je voulais me faire pote avec les gars qui me frappaient, il fallait que je les vanne. Et si je les vannais en étant plus drôle que eux, ah bah là, j'avais gagné. C'était pas risqué comme pari au début de vanner un gars qui veut te taper ? T'es obligé. Ouais, parce que tu peux pas je peux pas par la force. Non, mais moi, là, j'ai pris du poids à cause de l'alcool. Mais à 15 ans, je me faisais niquer. On m'appelait la planche de surf tellement on pouvait me balancer. Non, mais c'était... Et je suis arrivé à Lorient, et là, les mentalités sont complètement différentes. C'est qu'on se fait respecter par la manière dont on s'habille, de l'argent qu'on a et tout. C'était pas un collège zone d'éducation prioritaire où là, les gens, ils étaient très bien habillés. C'est Polo Ralph Lauren, et c'est que de la marque. Et moi, mes parents, ils voulaient pas me payer une marque parce qu'ils trouvaient pas ça logique, tu vois. Donc des fois, je piquais les vêtements de mon père de son taf. Parce que lui aussi, ce bâtard, il devait bien s'habiller pour se faire respecter en vrai. Lui aussi, il avait acheté les t-shirts. Il voulait pas me les acheter, hein. Mais il savait très bien qu'il fallait qu'il ait le petit Polo Ralph Lauren lui aussi. En fait, je pense que j'aurais mieux vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'étais né en Bretagne et que j'avais bougé après faire mon adolescence en banlieue parisienne, j'aurais trop kiffé ma vie, je pense. Parce que en Bretagne, tu nais trop bien, il y a des champs, il y a la mer, tu t'amuses. Mais t'as 15 ans, t'as envie de boire des pintes, de sortir, d'aller au cinéma, et t'as pas envie de prendre un bus qui fait 45 minutes pour aller au cinéma. Tu dois voir la séance de 19h parce que celle de 20h, il y a plus de bus après quand tu sors du cinéma. Non. Et ouais, non, du coup, moi, à Lorient, j'ai voulu me casser très très vite. Pour revenir à ce que tu disais de qu'est-ce que tu faisais avant, je faisais tout pour me barrer de Lorient. Voilà. Et j'ai fait plein de taf. Comme j'étais journaliste à un moment donné. Ah ouais ? Je taffais pour le Ouest France. Mais à quel âge ? À 16 ans. Et c'était illégal. Normalement, ils devaient embaucher qu'à partir de 18. Sauf que moi, ils m'ont pas demandé mon âge. Et c'était très mal payé, hein, mais c'était marrant. Je fais le McDo. Belle expérience, ça. Ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que je me bagarrais pour ne pas travailler. Oui, j'avais envie de faire du stand-up. Mais pourquoi est-ce que j'avais envie de faire du stand-up ? Je l'ai appris en faisant des travails qui me plaisaient pas, quoi. C'est parce que j'ai travaillé au McDo où j'ai été exploité, pas respecté, que je voyais des gens, ils avaient 40 ans, ils travaillaient encore au McDo, ils suaient, ils kiffaient pas leur vie et tout. Je me suis dit, ok, donc je comprends pourquoi est-ce que je veux faire un métier de passion, quoi. Je comprends pourquoi est-ce que je veux pas avoir l'impression de travailler. Une fois que je suis arrivé à Nantes, je me suis mis 2 mots, je me suis dit, bon, là, je vais faire 2 salaires, travailler dans un bar. Comme ça, après, je peux vivre toute l'année avec ça et payer mon loyer. Parce qu'avant, je vivais dans un tout petit appart qui me coûtait 150 balles, tu vois. Et on vivait à 2 dans 20 mètres carrés. Et ça, c'était atroce. Ça, c'est vraiment le dernier étape où je me suis promis. C'est la dernière fois que j'ai un CDD de ma vie. C'est la dernière fois, parce que c'était atroce, quoi. T'es exploité et tout comme pas possible, c'est super dur. J'allais dire assez dur parce que tu bosses alors que les gens s'amusent. Mais en fait, c'est exactement ce que tu fais au stand-up aussi. Bah, tu t'amuses aussi, peut-être. Ah, je m'amuse aussi, ouais. Des fois, je m'amuse plus que le public s'amuse. Hein. C'est peut-être pas bon, ça. Ah non, c'est pas bon, non. Non, mais il y a des fois où ils sont 4. Ils peuvent pas s'amuser à 4.
4 dans le public. Ouais. Il y a des salles où tu te retrouves, tu joues devant 4, ouais. Encore aujourd'hui, là? Ouais, on a 50 scènes par semaine. Sauf que c'est pas facile de remplir. Et on se retrouve quand même des fois pour aider certaines personnes à aller jouer. Il n'y a pas de public, puis ça arrive. Même moi, des fois, au Poum Poum Tchak, je me retrouve à organiser la scène et j'ai 100 résas, il fait beau, terrasse pleine. Les sons, ils viennent pas, hein. Tu te retrouves à jouer devant 25, t'as l'air plus con quand c'est une salle qui fait 50 personnes et que la moitié des chaises, elles sont vides. Ah, t'as l'impression de jouer devant un qui-est en milieu de partie. Tu te dis, non, c'est atroce. Mais c'est le métier, ouais. Si 4 personnes, j'arrive à les buter de rire, alors qu'il n'y a aucune condition, parce que 4 personnes, souvent, ce qui fait rire dans un comedy club, c'est le fait qu'au début, il y a 4 personnes qui rigolent, qui déclenchent le rire d'autres. C'est pour ça qu'on demande que le plafond il soit bas, pour que ça résonne et que tout le monde s'entende rire et que ça désinhibe les gens. Et ça permet que les gens ils rigolent parce qu'ils entendent quelqu'un d'autre rigoler. C'est grâce au rire communicatif qu'on arrive à faire rigoler tout le monde. Et 4 personnes, bon, il n'y a pas de rire communicatif, tu vois. Ouais. Bon, s'ils communiquent très bien entre eux et qu'ils sont potes, trop bien. Mais des fois, c'est 2 couples. On va faire rire 2 couples qui sont là en train de se regarder en mode j'ai envie de te faire kiffer, chérie, mais là, je nous ai amenés dans un bourbier. Parce que nous, on est conscient qu'on va bider, mais quand ils sont que 4, ils ont conscience que ça va être atroce aussi. Hein. Personne passe un bon moment. Personne passe un bon moment. Parce que souvent, quand tu joues dans une salle avec 4 personnes, c'est pas une salle avec une capacité de 4 personnes. Il y a personne c'est pas une voiture, qui se dit je vais organiser un comedy club dans un putain de photomaton. Non, c'est pas ça. Donc tu joues dans des salles de 20 personnes et t'as 4 personnes au 2e rang. Va créer une connexion avec eux, c'est impossible. Donc si tu arrives à faire rire ces gens-là, mais tu peux faire rire les 100 personnes. Sachant que plus la salle elle est grande, moins tu as de chances de bider. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, tu joues dans une salle de 3000 personnes, même si ta blague elle est éclatée, il y a forcément des personnes qui vont rigoler. Oui, si c'est qu'un tiers, c'est quand même 1000 personnes, quoi. Voilà. Alors que sur 30 personnes, si c'est qu'un tiers, c'est 10 personnes. Ouais. Et ils se voient tous entre eux. C'est pour ça qu'on aime bien travailler devant peu de gens. Parce que par contre, si tu tues 30 personnes de rire, là, il y a un vrai contact. C'est pas comme 3000, c'est une masse. Là, il y a 30 personnes, c'est trop kiffant. Moi, je préfère jouer devant. Au micro, moi, c'est la salle que je préfère le plus. Parce qu'il y a vraiment une connexion entre le public. J'ai l'impression de discuter en bout de table, dans un bar avec des potes, et qu'on passe une putain de soirée. Est-ce que tu arrives à sortir un peu de ton texte pour réagir à des choses que tu vois dans la salle, faire de l'impro, en fait, un peu d'impro? L'impro, ouais. C'est pas ce qui fait le plus kiffer, en vrai. Parce que souvent, l'impro, tu le fais quand tu le veux pas. C'est pas représentatif du stand-up, quoi. C'est souvent déclenché parce que soit l'humoriste va poser une question au public pour aller développer un sujet, soit parce que y a un mec dans le public qui casse les couilles. Et tu peux pas, comme c'est un art où tu dois être naturel et créer une discussion et donner un semblant de discussion avec le public, si le mec il gueule quelque chose, si tu l'ignores, tout le monde va sentir que tu joues. Ça va se voir, tu vois. Moi, l'impro, je l'utilise que dans 2 cas. Pour chauffer le public au début, quand tu es le premier humoriste à monter sur scène. Ça, j'utilise de ouf l'impro parce que c'est ça qui permet de créer une connexion avec le public et de faire que... Bon, c'est un art hyper bizarre de faire semblant que c'est une discussion, mais c'est pas vraiment une discussion parce que si t'es dans le public, c'est pour une raison et il faut que tu te taises. Je vais parler pendant 1 heure, hein. Les humoristes vont parler pendant 1 heure, toi tu vas devoir te taire, mais tu vas rigoler. On va passer un bon moment, mais tu fermes ta gueule. Mais tu vas rigoler, hein, mais tu fermes ta gueule, tu vois. C'est trop bizarre. Donc, tu es obligé de faire un petit peu d'interaction, un petit peu pour aller chercher les gens. Et s'il y a des relous aussi. C'est le deuxième moment où on utilise beaucoup l'impro, c'est s'il y a des relous, tu es obligé, quand tu joues au Micro Comedy Club, c'est un bar, les gens, des fois, ils arrivent avec 2 litres de punch, ils veulent s'arracher la gueule. Tu peux pas juste les ignorer, tu es obligé d'aller te confronter à eux. Et c'est pour ça, moi, je kiffe trop jouer à 22h30. L'open mic, ça, c'est l'open mic à 22h30, que j'ai géré pendant 1 an là-bas, au micro. Et j'adore là-bas parce que les gens, ils sont arrachés. Toi, ça te plaît de leur rentrer dedans? Mais j'adore leur rentrer dedans. Moi, j'adore parler à des gens mauvais. C'est fascinant. Ça consiste en quoi, l'open mic? L'open mic, c'est 8 humoristes, 4 qui débutent, 4 qui sont un peu plus confirmés, qui viennent tester des blagues. On essaye d'alterner pour pas que les gens ils viennent au spectacle et qu'ils voient juste 8 débutants et qu'ils se disent « Bon, c'est ça le stand-up, tu vois ». Mais c'est un endroit où c'est ouvert aux tests et aux débutants. Et donc les gens, ils payent juste au chapeau. C'est la seule scène au chapeau qu'on a au micro. Ça permet aux gens de débuter et aux gens de travailler leurs blagues.
Il y a des gens dans le public, ils me disent « Mais moi, je veux pas voir les plateaux, je m'en fous, moi. J'adore vous voir galérer comme ça. Voir vous tester les blagues, c'est naturel, c'est au tout début, quoi. C'est des blagues qu'on a écrites dans la journée. On m'envoie un message « Ouais, Hugo, je peux jouer ?» Je fais « Vas-y. » Tu joues et tu testes tes blagues. Ah, j'en vois bider, hein. Et c'est marrant, hein. Bah après, vu qu'ils débutent, forcément, ils apprennent. Ouais. Ah ouais, même nous, on a tous eu des propos des fois où en fait, moi le premier, des fois je voulais défendre un angle et le fait de faire une blague, bah, tu vas chercher l'opposé et des fois du coup tu choques alors que tu voulais défendre la chose que tu... Et des fois c'est maladroit, mais juste on le dit parce que des fois c'est pas le fond de pensée de la personne. Des fois, c'est juste de la maladresse. On fait du stand-up, l'objectif, c'est d'être soi-même sur scène. T'as un micro, tu peux parler, mais tu peux pas... Enfin, nous, on est en 2023, tu peux pas tenir certains propos. C'est trop bien de vanner et d'être violent. Moi, j'adore les gens qui sont violents. J'adore les gens qui osent et qui vont au bout de ce qu'ils pensent, qui disent ce qu'ils veulent, ils s'en battent les couilles. Mais n'oppresse pas les gens oppressés. Là, par exemple, j'ai fait 2 vidéos où j'ai dit que les flics c'était tous des merdes, mais c'est pas des gens oppressés. Tu vois, c'est comme vanner, tu peux vanner Macron, tu peux vanner des mannequins, mais vanne pas des SDF, vanne pas des gens pour leurs origines qui essayent de s'intégrer, vanne justement les gens qui font souffrir les gens. Toi, j'ai l'impression que il y a de la place pour la politique dans tes vannes. Enfin, c'est ce que je vois sur Instagram, j'ai un peu regardé du coup ce que tu fais, et sur ce que tu postes. Tu prends à partie Johanna Roland, donc la maire de Nantes, sur la nouvelle place du commerce. Tu parles des flics. Tu trouves que c'est important du coup de faire passer des messages aussi forts avec l'humour ? Ouais, de ouf. C'est ça qui t'intéresse dans l'humour, c'est aussi un message politique, quoi. Non, mais en fait, quand t'écris une blague, tu sais que tu vas la jouer 300 fois si elle est drôle. Si elle te touche pas un minimum, il y a pas un truc que t'as envie de défendre. Enfin, j'en ai des blagues de cul. Mais elle me saoule de ouf, quoi. Quand tu sais que tu vas raconter 300 fois la chose, si tu vas raconter 300 fois quelque chose qui te transcende, quelque chose qui t'énerve. Moi, j'adore parler de racisme parce que c'est quelque chose que je vis fréquemment, tu vois. Et j'adore pas aller jouer en Vendée. Je vois, il n'y a que des blancs, des vieux, des gens qui rencontrent pas beaucoup d'autres personnes, qui rencontrent pas beaucoup d'étrangers et qui n'ont pas l'impression forcément d'être racistes, mais qui ont des paroles racistes, tu vois, des fois. Et moi, ça me fait du bien de pouvoir l'extérioriser. Tu vois, des fois, j'arrive dans un bar, moi, ça m'est arrivé, j'ai joué à Bretignolles-sur-Mer, j'arrive au bar dans lequel on joue, je dis au barman et au programmateur, je dis, bon là, les gars, je sais pas si je parle de racisme ou de cul ce soir. Et le barman, il fait « Ah bah ici, ils adorent le racisme ». Je dis « Non, non je fais des blagues sur le racisme, pas des blagues racistes ». Il me dit « Ah ». Ah bah parle de cul alors. Bah parle de cul alors, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est juste ça, quoi. C'est juste le fait on écrit des blagues, on sait qu'on va les jouer 300 fois. Est-ce qu'il faut forcément être politique ou pas ? Non. Il faut juste être persuadé que cette blague, elle est drôle, pertinente, et qu'elle nous amuse, et qu'elle va nous amuser dans 2-3 mois. Si, imaginons, je veux me lancer dans le stand-up. Je viens de voir, je te dis, écoute, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez drôle. Qu'est-ce que tu me conseilles pour me lancer dans le stand-up ? Déjà, je te dis... je sais pas si je te le dis. Je pense pas que je te le dis. Je le pense. Mais je te dis, frérot, c'est pas parce que t'es drôle dans la vie que tu vas être drôle sur scène. Dans ma vie, j'ai des gens tellement plus drôles que mes potes humoristes. Mais tellement plus drôle. Et tous les humoristes te diront la même chose. On a des potes qui sont trop drôles, on a tout fait pour qu'ils fassent du stand-up, et ces bâtards, jamais ils veulent faire du stand-up. Toujours, tous les humoristes, les potes qui travaillent avec eux, c'est que des gens gauleries de ouf. Plus gauleries qu'eux. Jamel, il le dit lui-même, il le dit, mon garde du corps, il est plus gaulerie que moi. Mais il faut pas s'attarder là-dessus. Et du coup, ça encourage les gens qui sont pas forcément gauleries. C'est un travail. C'est un putain de travail, ça s'apprend. Il y a des techniques de blague, il y a de la maîtrise, il y a pas d'école. C'est que de l'autodidacte. Mais tu joues, tu bides, tu joues, tu bides, tu joues, tu bides. Et au bout d'un moment, tu te dis, ah ok, donc c'est une musique, donc c'est en 3 temps. Donc la seule chose que je peux conseiller à un mec qui veut se lancer là-dedans, fais-toi mal. La finalité, elle est incroyable, hein. La finalité, c'est que tu joues devant des gens, ils te payent, pour des fois, t'es payé... le SMIC pour juste tous les soirs jouer max 15 minutes. Et dis-toi, ça c'est le début. La finalité, il y a des gars, il y a des faris et tout. Il fait 1 heure et il touche 15K.
Tu vois un peu le délire. Ça peut aller super loin, mais... Là, t'as juste l'impression de l'extérieur que c'est juste un mec drôle qui est sur scène. En fait, non, c'est un gars qui a bossé, quoi. C'est un putain de travail. Ouais, moi, si t'es drôle, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu vas avoir la motivation? Moi, j'en ai vu des gens, ils se disent, moi, je suis trop drôle. Sur scène, ça donne rien. Parce que, ouais, t'as la tchatcha avec tes potes, oui, t'as la répartie quand ça arrive. Mais là, le public va rien te dire. Le public, c'est pas ton pote qui va faire un truc bizarre et tu vas le vanner. C'est à toi d'être intelligent pour voir qu'est-ce qui est drôle dans la vie, réussir à le retranscrire, faire genre que c'est naturel et le faire vivre sur scène. C'est trop bizarre en vrai comme art. Ouais. C'est pas du tout être drôle. C'est de la manipulation en vrai. C'est que de la manipulation. C'est amener les gens à rire, pas du tout être drôle. Parce que être drôle dans la vie, tu peux l'être en tombant. Je me prends une porte, je suis drôle. Je t'ai fait rire. Et tu peux pas tomber sur scène tout le temps, quoi. Au bout d'un moment, il faut le professionnaliser. Il faut justement que tous les soirs, tu saches, en sentant le public, réunir le point de chute. Parce qu'une blague, c'est une surprise, quoi. Quand un mec il est caché derrière une porte, il te fait boue, ta réaction, c'est d'avoir peur, et ensuite, tu rigoles. Et c'est que ça. Et une blague, c'est que ça. C'est amener des gens sur un terrain et les surprendre avec un autre. Anthony Jeselnik, c'est un mec qui fait que des one-line. One-line, c'est une phrase, une blague. Et toutes les blagues, elles n'ont aucun rapport ensemble. Et lui, il avait un exemple pour expliquer ce que c'était une blague. Amener le public sur un chemin. Et en fait, ils se sont trompés de chemin. Et la blague exemple qu'il avait, c'est « Aujourd'hui, j'ai eu un accident. J'ai renversé des gamins. Mais vous inquiétez pas. Personne ne m'a vu. » Tu vois ou pas? Là, tu t'attends à ce qu'ils disent « Vous inquiétez pas. Ils sont pas morts. Personne ne m'a vu. » Et c'est que ça, une blague. C'est toujours ça. Et après, il y a des formules. Il y a plein de formules. La règle des temps, des 3 temps, c'est toujours ça. C'est nanana, nanana, nan. Ça, c'est une blague. T'es en train de faire de la SMR. Je dis juste pour les gens qui écoutent. Attendez, parce que j'ai renversé que 25 centimes. Ouais, quand je vais le faire, ça le fait. Est-ce que c'est encore quelque chose, la SMR? D'ailleurs, je sais même pas si ça va parler aux 60 auditeurs. Mais tu mets ça, hashtag ASMR, on va les baiser comme ça, on va prendre les auditeurs des ASMR. D'ailleurs, on salue le flic de Lorient qui nous écoute. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères écrire ou jouer? Jouer de ouf. Écrire, j'ai l'impression de travailler, mais t'es obligé. Et alors, c'est quoi tes moments où t'écris? J'essaye d'écrire vraiment tous les jours, ouais. Tous les jours, et je vais au café, et des fois, tellement je procrastine, parce qu'il y a les réseaux sociaux et tout, je peux y aller à 9h, et partir à 18h pour jouer à 19, tu vois. Et c'est ça toute l'année, quoi. Et t'auras trouvé des blagues dans la journée que tu vas jouer le soir? Et des fois, non, hein. Des fois, je te passe 8 heures, je n'ai rien trouvé, quoi. Et je me creuse la tête, je fais de l'écriture automatique, j'écris tout ce qui me vient. Tout ce qui me vient, je développe des sujets. Je fais, mais t'es sérieux, mec? Moi, j'aime bien aller en café parce que quand t'es chez toi, y a la Wi-Fi et c'est pas un bureau. Du coup, tu peux aller sur Pornhub. Ouais, c'est ça, quoi. Tu peux ne rien faire, quoi. Et j'adore aller au café parce que j'ai l'impression d'aller au bureau. Et du coup, on va tous un peu au bureau et on écrit là-bas. Et des fois, tu peux passer 8 heures à essayer d'écrire et tu ne trouves rien. C'est atroce. C'est traumatisant. Ah, donc ça fait du mal. Tu dis que tu touches le SMIC et que tu joues 15 minutes le soir, mais en fait, t'as vraiment une journée de travail, quoi. Non, frère, c'est passionnant, hein. Mais moi, je dis souvent, ce métier, il m'a autant construit que détruit. Parce que le stand-up, ça prend de ouf. C'est 24/24. Là, je discute avec toi, là, et le nombre de vannes que je suis en train de trouver sur tes lunettes recyclables, mon gars. C'est sûr, c'est une marque éco-responsable. À vous, frère. Pas du tout, ça vient de Chine. Ça vient de Chine? Bah oui. Arrête. Bah bien sûr. Non. Je sais même pas si c'est du vrai bois, mon gars. Attends, c'est des lunettes de beau gosse, juste. C'est pas du tout de vue. Les verres ne changent. Il y a pas de correction. Mais non. Non, mais pour tout te dire, je les avais achetés chez Paulette. Ouais, je connais. Je les avais commandés juste avant le confinement. Et bizarrement, ça venait pas, tu vois, pendant le confinement. Je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même. et je crois que j'ai reçu un mail de Paulette qui disait, oui, désolé, mais en ce moment, tout est un peu à l'arrêt et tout ce qui vient de Chine met un peu de temps. On sentait un peu la honte dans le mail, tu vois. C'est des lunettes de mecs qui kiffent la planche à voile, le recyclage, tous ces trucs-là. Je pense qu'en vrai, c'était des lunettes qui étaient à la mode il y a
4-5 ans. Ça a jamais été à la mode. Non, mais avoir des lunettes, c'est le... Alors, si à un moment donné, tu t'es dit, pas pécho, c'est à la mode, de ouf, hein. Parce que des lunettes de soleil, je capte. Mais là, des fausses lunettes de vue... Mais c'est pas des faux, ça. J'ai vraiment... Non, c'est vraiment des vrais verres. Hein. Essaye-les. Attends, mais t'as acheté sur Chine Non, sur Paulette. et tu mets tes vrais verres. C'est des vrais verres, oui. Tu vois mieux avec mes lunettes. Non, bah non, parce que du coup... Bah, tu vois qu'il y a une correction. Ouais, il y a une correction. Bon, donc Non, je mais fais pas du ça coup, pour non, le mais attends, style. Non, mais si t'es lucide sur des lunettes, tu pourrais pas me dire tu vois mieux. Parce que si quelqu'un a la vue parfaite, tu lui mets des lunettes, tu vois moins bien. T'es 10 sur 10 ? Non, j'en sais rien, moi. En tant qu'intermittent, vous allez pas à la médecine du travail ? On n'est pas de ouf, hein, je vais pas te mentir. On fait des blagues sur le fait que ça va pas bien, donc si on voit la médecine du travail, on a plus de blagues. Hein. Est-ce que t'as toujours aimé être celui qui parle devant tout le monde et qui t'écoute ? Moi, en vrai de vrai, j'étais le moins drôle de tous mes potes. T'étais pas le drôle de la bande. Non. Du coup, est-ce que tes potes drôles t'en veulent aujourd'hui d'être le mec drôle sur scène ? J'ai l'impression que la roue, elle tourne. Genre, j'ai vraiment l'impression que mon père, il m'a toujours dit dans sa vie, entraînement difficile, match facile. Parce que mon père, il est de ouf dans le sport. Il a été entraîneur de handball à haut niveau. Ma mère, elle est prof de sport. Et je le considère et je le mets en place sur ma vie. J'ai l'impression que si t'as une enfance difficile, t'as une vie facile. Mark Zuckerberg. Ça se voit, il était harcelé de ouf dans sa vie. Non, mais Mark, il s'appelait Mark aux États-Unis. Aux États-Unis, ils s'appellent tous James, Jack. Tu t'appelles Mark. Mark, c'est déjà ringard en France. Tu pars avec un petit handicap, c'est vrai. Ben oui, il se faisait harceler de ouf. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, la vie, quoi. Moi, je suis un humoriste où j'adore être vraiment énervé. Tout ce qui me touche, je m'énerve et je réponds. Et des fois, c'est pas réfléchi. Et c'est pour ça où, là, des fois, je vais dire des dingueries. Et ça se trouve, dans 10 ans, on va se revoir. Bangui. On va faire un putain de podcast sur le fait que l'enculé qui est en train de te parler aujourd'hui, il a dit que de la merde. Et c'est ça qui me fait kiffer, moi. C'est le fait que la maturité, c'est pas l'âge, c'est le vécu. Chaque année, j'essaye de partir au moins 2 mois pour déconnecter. Partir dans un autre pays parce que la France, c'est un pays dur. C'est super dur. Les gens sont durs. J'ai fait un mois au Vietnam, là. J'y suis allé et c'était trop bien. C'est trop bien parce que changer de pays, tu changes de mentalité. C'est transcendant, quoi. Tu te rends compte que, ok, d'accord. Donc, t'as l'impression que tous les gens, ils vivent dans la même matrice en France, mais en France seulement. Et tu changes de pays, tu changes de matrice. La façon de penser est différente, tu vois. Il y a des pays où le slim, le jean slim, c'est encore tendance, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Tu sautes carrément dans le temps, en fait. C'est une mentalité. Il y a des pays où t'as des crocs, c'est là en mode bah, il est riche. Mais parce que les autres, ils sont pieds nus. C'est pour ça que j'ai fait plein de voyages et tout. C'est parce que, oui, je suis arrivé dans le stand-up, j'avais 17 ans. Les humoristes, ils en ont 24. Ils veulent pas passer 1 heure de leur temps à discuter avec un mec à 17. Et la maturité, c'est là où, justement, ouais, plus tu vis des trucs, plus tu les remets en question et plus tu as des angles qui te permettent d'avoir des arguments. Donc là, aujourd'hui, je te dis que les flics, c'est tous des enculés, parce que même si t'es un bon flic, quand tu te rends compte des atrocités qu'ils font, tu dois te dire, bon, je vais faire un autre taf. Ça se trouve, je reviens dans 2 ans et je fais, ok, non, j'ai rencontré un flic, il m'a expliqué ça, et c'est ça que moi, j'adore dans le stand-up. Ça, c'est Renaud. Hein. Renaud, il a fait ça. Ah ouais? Quand il était jeune, il faisait que de dire que les flics, c'était des cons, etc. Et il a sorti une chanson il y a peut-être 5 ans ou 6 ans... où ça s'appelle « J'ai embrassé un flic ». C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, je suis pas en train de te vanner. Mais c'est pas une blague Non, mais ça se trouve, il a fait une musique chanson... en mode ironique. Non, c'est pas une blague. Non. Mais je crois que c'était après les attentats, en mode « Bon, les flics, c'est sympa quand même ». Putain, je viens d'imiter Renaud. Ouais. Oui, dans les attentats, oui. Non, mais comme quoi, on peut changer d'avis. Ouais. Donc j'ai hâte de te réinviter dans 10 ans. Mais... Pour te dire que, écoute, j'ai vécu un attentat. J'ai vu les flics, pour une fois, ils avaient une raison d'être violents. Non, parce que c'est ça, les flics, c'est des cow-boys. Et j'en veux pas forcément à la police, moi. J'en veux vraiment à l'État qui choisit que la police puisse porter une arme à partir du bac. Tu fais le bac, 2 semaines de formation, t'as une arme. 5 ans pour être prof, 2 semaines pour être flic. Il y a un problème, non ? Question suivante. Parce que sinon, je vais commencer à dire des dingueries. Et là, il va écouter ton podcast, mais pas pour les bonnes raisons. Cool. Putain, j'ai dit cool, c'est tellement rien. Ça et tes lunettes. Ça fait beaucoup Bangui. C'est Bangui.
Mais parce qu'il y a un mec assez pair avec ton blaze. Hein. Tu parles de Bengi Greg Guillotin? Ouais, bah oui. Un journaliste a suivi durant 6 mois, 24 heures sur 24, un individu peu commun. Son nom, Bengi. Bah, mais le problème, c'est que là, moi, quand j'ai dû retrouver la conversation qu'on a eue sur Instagram, bah j'ai défilé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écrivent. Mais non, parce que je l'écris avec un E, moi. Et donc j'ai parlé 8 fois des faux Greg Guillotin avant de te retrouver. Il avait un dauphin en plus. Ouais. Bah, plus personne connaît ça. Donc ça va. Et en fait, Bangui, c'est la capitale de Centrafrique. Donc beaucoup de gens, dans leur feed actu ou quoi, quand ils ont des actualités genre Bangui est encerclé de terroristes, ça les amuse beaucoup. Bangui est encerclé de terroristes. Et ça les amuse beaucoup de m'envoyer ces articles. Moi, ce qui est fou, c'est que ta vie, elle est plus folle en ville qu'en humain. Je me bats en notoriété contre une ville. Tu gagneras jamais, Elle est frère. plus connue que moi. Dès que je veux un pseudo sur Internet, c'est une ville. Je peux pas me battre. Est-ce que tu sais combien t'as d'abonnés sur Instagram? Ouais. En ce moment, comme je fais des vidéos où je prends beaucoup de haters de ouf. Ah ouais? Comme je débute aussi dans les vidéos, je regarde beaucoup pour un peu jauger. Savoir est-ce qu'il y a des trucs que je dis qui sont pas clairs ou est-ce que c'est juste des fils de pute à la fleur de lys qui me veulent du mal. Ouais. Et c'est des fils de pute à la fleur de Bon, bah, lys. au moins, t'as ta réponse. Mais j'essaie de savoir est-ce que justement c'est pertinent ou pas ce qu'ils disent. Et non, mais c'est trop dur quand t'as pas beaucoup d'abonnés de ne pas faire attention à des insultes aussi fortes. Tu vois, tu te dis waouh. Et donc, ouais, j'ai 4002. Tu as exactement 4002 abonnés. Et j'ai regardé, genre, il y a un jour ou deux, t'étais à 3858. Est-ce qu'on peut dire que tu prends à peu près 150 abonnés par jour? Non, on peut pas dire ça du tout. Non, c'est que ouais, les vidéos que j'ai fait sur Nantes, moi j'ai fait des vidéos sur Nantes parce que je veux remplir à Nantes, c'est tout. Je voulais remplir à Nantes et il y avait trop de trucs marrants à Nantes, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, le hangar à bananes, le commerce, tout plein de choses qui n'ont pas de sens et qui énervent les Nantais, et j'ai mis des hashtags Nantes. Et du coup, ça a été vu de ouf, ouais. Et du coup, là-dedans, il y a des commentaires de gens qui te détestent. Ouais, mais des trucs vénères, hein. En fait, c'est juste des blagues sur genre Anna Roland, qu'est-ce que tu fais de commerce? Nantes, ça pue de la gueule. 10 ans de travaux à place du commerce, juste pour mettre du gris partout, 3 potagers. Tous ces travaux-là, juste pour faire fuir les dealers. Ils s'en battent les couilles, les dealers. T'as vraiment cru en mettant des fleurs et les dealers, ils allaient se dire « Oh, bah, on va peut-être pas le vendre à côté des orchidées quand même. Karim, il est allergique au pollen. » Et dans les commentaires, j'ai un mec qui me dit... parce que ma phrase d'ouverture, c'est « À Nantes, ça pue de la gueule. » Et il y a un mec qui dit « Ça pue de la gueule à cause des Noirs et des Arabes. » Son compte Instagram, c'était un nationaliste français. Fleur de lys, drapeau français. Moi, ce qui me fume, c'est d'avoir le drapeau français dans ta bio Insta quand t'es français en France. C'est un peu comme avoir un t-shirt avec marqué « I love New York » à New York. Tu passes pour un teubé. Est-ce que tu leur réponds à ces gens? Ouais, de ouf, c'est ça le problème. En public ou... Non, en message, mais je perds trop mon temps en vrai. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu vois ça au début, je suis au tout début. Comme je regarde ce qu'il faut que j'améliore, je regarde aussi les dingueries qu'ils disent. Et des fois, sur le coup, tu réponds... Et il faut pas en vrai, parce que moi, je sais pourquoi je fais ces vidéos-là. Je les fais parce que je veux avoir des gens dans ma salle qui me ressemblent, en fait. J'en ai marre de jouer dans des endroits où les gens, des fois, on n'a rien à voir en commun et on n'est pas du tout d'accord. Et du coup, tu dois te forcer à leur ressembler pour les faire rire. Et j'adorerais avoir... J'ai vécu la sensation de pouvoir jouer une fois 1 heure devant que des gens qui me ressemblent, des gens qui ont payé leur place pour me voir moi. Et j'ai vu la sensation, j'ai fait ok, bah, c'est complètement différent que de devoir convaincre. Et du coup, je fais ces vidéos pour ça, quoi. Pas pour être connu, mais pour avoir des gens qui me ressemblent dans ma salle. Ce qui est différent. Et ce qui fait que je suis trop content d'avoir un nationaliste français qui est raciste en commentaire. Parce que lui, il viendra jamais à mon spectacle. Je veux être humoriste parce que je kiffe ce métier, pas parce que je veux être connu. C'est quoi pour toi la fame? C'est dur en vrai. Parce qu'on fait un métier où on est obligé de passer par là, mais c'est pas la volonté, quoi. Je sais pas pourquoi, mais nous, quand on kiffe le stand-up, on chie sur les gens qui veulent la fame, quoi. Parce que le stand-up, c'est pas juste être humoriste, en fait. Être humoriste, c'est un art, c'est trop bien. Tu fais rire les gens, et peu importe le média dans lequel t'es. T'es humoriste quand tu vas faire de la télé. T'es l'humoriste quand tu vas faire du cinéma. Mais un stand-upper, dans un autre domaine, si tu le vois à la télé, il est stand-upper. Il joue sur scène. Et à la télé, il est juste interviewé. Avec un humoriste, tu peux changer de média. Un humoriste, peu importe le média dans lequel tu l'amènes, il est drôle. Un stand-upper, c'est plus que faire rire.
C'est aller chercher une quête. C'est défendre un sujet, défendre un propos. Je trouve ça tellement intéressant de pas juste faire rire les gens et de leur faire vivre quelque chose. Et c'est là où aller chercher la fame, ça n'a aucun sens là-dedans. Donc toi, tu te considères stand-upper, tu te considères pas humoriste. De ouf. Si tu me vois dans un film ou dans une télé humoristique, c'est parce que je me fais kiffer. Mais c'est pas parce que ça fait partie de mon métier. Moi c'est le stand-up qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Et le stand-up, si tu dois avoir la fame parce que ce que tu dis, ça doit être écouté, ça plaît à plein de personnes, trop bien. Mais moi, les gars que je kiffe le plus, c'est pas les gars les plus populaires, tu vois, c'est que des gars qui se font cancel de ouf. Mustapha El Atrassi, je sais pas si tu vois un peu sa carrière, il a été hyper connu à 17-18 ans parce que justement, il a gagné plusieurs concours en tant qu'humoriste. Il a fait de la télé et tout avec... je me souviens. Comment il s'appelait Ruquier ? Ouais, c'est ça. Il a fait aussi La nuit nous appartient. Il a présenté cette émission-là. Il a été super connu. Il a rempli l'Olympia et tout. Et après, il s'est retrouvé dans des salles, genre le point virgule, à jouer devant 17 personnes. Son spectacle, tu fais l'Olympia, tu joues devant 17. Ça doit faire trop mal. Et il était à deux doigts d'arrêter. Il s'est dit non, je vais faire moi-même mes spectacles. Je vais louer le bar de mon pote. Je vais mettre des chaises. Je vais le remplir, je vais travailler mon spectacle, je vais le filmer là, je vais le mettre sur YouTube. Et il a fait 6 spectacles en l'espace de 3-4 ans, ce qui est énorme. Et il a mis sur YouTube et ils ont tous fait 3, 4, 5 millions de vues. Et il visait pas la fame. Et il le dit lui-même, il a dit, moi je cherchais pas la fame, je cherchais à être le meilleur stand-upper. Et c'est le meilleur stand-upper aujourd'hui. Même les stand-uppers qui aiment pas ce qu'il fait, c'est indéniable. Et comment on peut être le meilleur stand-upper ? J'étais dans le public, j'ai jamais vu ça. Je voyais des corps s'avancer. C'est-à-dire qu'ils faisaient une blague, les gens ils rigolaient, et en plus de ça, ils s'avançaient comme ça. Ils se contrôlaient plus, ils se tapaient sur les cuisses. Je voyais des chapeaux se jeter dans l'air et tout. Les gens, ils en pouvaient plus. Il les a éteints. C'est trop fort. C'est vraiment, s'il y a un seul spectacle au monde que je peux recommander, c'est Mustapha El Atrassi nique sa grand-mère. C'est le meilleur spectacle de stand-up que j'ai vu de ma vie. C'est celui qui m'a le plus transcendé. Et il est dispo sur YouTube ? Et il est dispo sur Apple TV parce que là, il est parti en retraite maintenant. Il a enlevé tous ses spectacles YouTube, il a tout mis sur Apple TV et il dit les gars, c'est sûr que je vais vivre de ça maintenant. Et il arrête ? Il arrête, 35 ans. Dans la vie, qu'est-ce que tu sais faire à part des blagues ? Ah, la bouffe, de ouf. C'est quoi ton plat ? Mon plat ? Ton plat signature ? Tout ce qui est asiatique, moi c'est... J'arrive pas à manger français, moi. Non, parce que vos plats se nomment par le nom des aliments qui le composent, l'ami. Tu vois, j'ai souvent genre une pièce de bœuf accompagnée de frites. Quand les Français disent je fais des pâtes, ils font des pâtes au beurre. Quand je vais chez ma grand-mère, elle me dit je te fais des pâtes, Hugo. Elle me fait des ramen. Tu vois un peu le délire ou pas ? C'est ça qui fait que moi j'adore la bouffe, quoi. Parce que j'adore bien manger, quoi. Tous les jours. Moi, c'était mon rêve. C'était d'avoir l'intermittence de vivre du stand-up pour pouvoir manger tous les midis au resto. Et on peut dire que tu as réalisé ton rêve ? Et on peut dire que j'ai réalisé mon rêve. Là, maintenant, mec, il m'arrive des dingueries, là. Avant de venir au podcast, là, j'ai reçu un mail de Grillade du Bouffet qui m'invite à manger gratuitement pour que je leur fasse de la pub. Mais j'ai accompli ma carrière, moi. Mais ça y est ! Les Grillades du Bouffet m'ont invité à manger gratuitement pour que je leur fasse de la pub. Mais t'as plus la place dans ce podcast, en fait. Normalement, je prends des gens pas connus. Et je suis connu dans le milieu de la Grillade du Bouffet, voilà. Tout ce qui est à bouffer et qui est grillade, je suis connu. Mais est-ce que tu vas le faire, du coup ? Bien sûr. Mec, ils m'ont invité à manger gratuitement, je fais une putain de story. Mais bien sûr, je la fais, cette putain de story. Ça va être génial. Je vais leur faire des boomerangs, je vais leur faire des zoomés. Je vais les faire kiffer. Tu vas y aller tout seul manger ou tu vas amener un pote ? Tu veux y aller ? On va y aller, on y va maintenant si tu veux. Est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac ? Ouais, de ouf. Sur les gros events. C'est quoi les gros ? C'est pas le micro, quoi. Dès que tu passes un step, après tu t'y habitues au step. Dès que tu passes un step, par exemple, j'ai dû jouer mon spectacle pour la première fois cette année, j'ai dû jouer au Warehouse, la deuxième plus grosse boîte de France après le Grand Rex, là, à Paris. Ça, c'est des events où, oui, t'as le track. Mais sinon, non, je monte sur scène, je fais tous les jours, 3-4 fois par jour, il n'y a plus du tout de stress. Il n'y a même pas une petite appréhension, non. On peut mal le vivre, hein. Mais c'est pas du track. Track, c'est vraiment le truc. C'est quelque chose qui peut t'empêcher d'être bon. Souvent, je dis à tous ceux qui débutent, je leur dis, être intimidé, c'est normal. Mais faut pas avoir peur.
Être intimidé, oui, c'est un métier, tu rentres dans un truc de... Ok, tu peux ressentir une émotion. Mais si t'as peur, non. T'as pas le droit d'avoir peur. Mustapha, il le dit dans la vie, je suis une merde. Mais sur scène, personne ne peut me niquer. C'est ça, quoi. Et du coup, oui, sur les gros trucs, t'as pas l'habitude, t'as une appréhension. Mais tu peux pas avoir de trac, quoi. T'as pas le droit, c'est ton métier, quoi. Des fois, par contre, t'arrives sur scène et tu te bites ta mère, quoi. Oh, mais t'es obligé de continuer, du coup. Et t'es obligé de continuer, tu passes un mauvais moment, mais c'est pas du trac. Ok, je suis en train de vivre une humiliation. Tu bides, il y a 50 personnes, ils veulent pas rire à ta merde. Ah, ben c'est une humiliation, c'est comme s'il y avait 50 personnes qui se foutaient de ta gueule. C'est souvent un peu ça, l'impression qu'on a, que je donne aux gens, c'est... Quand tu bides, t'as l'impression qu'il y a le nombre de personnes qui te mettent dans la salle qui te mettent des râteaux. S'il y a une seule personne dans la salle, t'as l'impression de te prendre un râteau. S'il y en a 50, t'as l'impression que 50 personnes te mettent un râteau. Par contre, si t'as un vrai... Ça fait beaucoup, quand même. Si tu marches, t'as l'impression qu'il y a 50 personnes, ils veulent te séus. C'est qu'une impression, hein. Parce qu'après, tu vas les voir, tu veux me séus? Pas du tout, mon gars, hein. On s'est mal compris. T'as fait des blagues sur le fait que t'as un double menton, que tu baises mal. Personne veut te séus, Hugo. D'accord, donc j'ai que des râteaux, alors. Quand je bide et quand je marche. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te faire douter de ton métier aujourd'hui? Ouais, de ouf. Tu doutes souvent? Tout le temps, c'est que du doute. C'est ça qui te fait avancer, quoi. C'est le fait de te remettre en question qui fait que tu progresses. C'est que ça, le stand-up, en vrai. Et du coup, ouais, c'est que par phase. Il y a des phases où tu marches pas du tout et tu te dis, mais pourquoi je marche pas, hein? Tu te remets en question et tu progresses. C'est que ça, en fait. C'est le métier le plus dur et le plus facile. C'est le métier qui te fait le plus mal et qui te fait le plus du bien. Je taffe 15 minutes par jour en vrai de vrai, en réel de ce que je donne en spectacle. Mais derrière, c'est 24 heures de questionnement. 24 heures de questionnement, 8 heures d'écriture. Et c'est le métier le plus beau parce que j'ai pas l'impression de travailler. Mais c'est le métier le plus dur parce qu'il me détruit. C'est quoi ton meilleur souvenir de scène? Je pense que c'est le premier spectacle, ouais. La première fois que je l'ai fait, c'était incroyable, ouais. Il y a vraiment ce truc de « Ok, d'accord, ça fait 4 ans que je fais ça, je comprends pourquoi !» C'est trop bien de jouer 15 minutes. C'est trop bien de faire un 30-30 sur un plateau où on vend au public « Ok, là vous allez voir 2 fois 30 minutes d'humoriste. » Là, c'était mon affiche, des billets à 12 balles. Donc des gens qui te connaissent pas, ils viennent pas, quoi. Ils vont pas payer 12 balles pour voir 1 heure de spectacle d'un mec qu'ils connaissent pas, tu vois. Donc là, il y avait que des gens qui me connaissaient, que des gens qui venaient pour voir mon humour. C'est incroyable. Tu comprends pourquoi tu fais ça? Tu comprends pourquoi tu te casses le cul à faire des blagues qui des fois ne font pas rire un certain public, mais tu les refais parce que tu sais que des fois ça marche. Et c'est toi ce qui te fait rire et tu te dis, bon, bah je vais pas me brider. Parce que tu peux vite être bridé, hein. Tu peux vite jouer dans un endroit et à force de jouer toujours au même endroit avec le même genre de public, devenir l'humoriste pour ce public-là. C'est trop dur, par exemple, quand je vais jouer 2 fois par semaine en Vendée. Je m'adapte. Au lieu de dire Ken, je vais dire on va faire l'amour. Au lieu de faire des blagues sur le racisme, je vais leur faire des blagues sur des trucs de droitard, tu vois. Et inconsciemment, c'est inconscient tout ça. Mais du coup, le fait d'avoir fait pour la première fois mon spectacle, j'ai capté pourquoi je faisais ça, ouais. Je me suis dit, ah bah oui, ok, d'accord. Donc là, je peux dire ce que je veux, les gars me suivent. Et quand je dis des trucs qui me touchent réellement, que je me lis vraiment, les gars me soutiennent. Et donc ça, c'était incroyable. De découvrir jusqu'où on pouvait aller avec le stand-up. Jusqu'où on pouvait aller dans la kiffance. Et que c'était différent. C'est-à-dire que quand t'es pas connu, tu joues devant un public qui te connaît pas. Ils font faites du bruit pour Hugo Levent et le public est en mode... Bah Hugo Levent, qui est-ce? Inch'Allah, il est drôle. C'est différent. Parce que là, du coup, les gens, tu dois les convaincre que t'es drôle. Et c'est quoi ton pire moment sur scène? Bon, ça doit sûrement être en Vendée. Non, j'ai passé des trop bons moments en Vendée, ouais. Parce que c'est des gens qui me ressemblent pas, mais par contre, des fois, c'est incroyable de rencontrer des gens qui te ressemblent pas. Mais non, moi, ce que j'ai vécu le pire, j'ai vécu des scènes de racisme violent. J'ai une fille qui m'a dit t'as une tête de Mexicain réfugié. T'as une tête de Mexicain réfugié. T'es là. Oh, alors, une autre meuf, je donne mon Instagram. Je m'appelle Hugo Levent. Elle dit, c'est pas vietnamien, ça, Levent? Et je dis, mais si. Elle dit, non. Je fais peut-être quelle heure? Elle me dit, je suis française. Ta gueule. Je dis, non, mais parce qu'elle, dans sa tête, elle est en mode, non, mais Levent, c'est pas du tout. Mais si je te dis, je m'appelle Hugo Leyan, comment tu me trouves sur Instagram? Ça se prononce Hugo Leyan en vietnamien. La meuf, elle s'est prise pour la CAF.
Et tu vois un peu ce truc de parce que je suis éveillé, attends, je peux me permettre. Non, mais là, tu viens de dire devant tout le monde que je savais pas prononcer mon nom de famille. Tu sais, genre, c'est un exemple, mais j'ai eu des trucs de. Je parlais de racisme. À un moment, il y a une fille qui, justement, j'ai discuté après avec elle pour savoir pourquoi elle avait fait ça. Elle fait, mais non, c'était pas malveillant. Mais j'ai fait des blagues sur mes origines, sur le racisme et tout. Et je les testais, tu vois. Ça n'a pas marché. Et je parlais du fait que les Asiatiques ne valaient pas tous nous appeler les Chinois. Tu vois. Et à la fin, elle, en voulant faire une bonne blague, elle fait « Ah, bravo le Chinois ». Oh là là. Et c'est des scènes comme ça, moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus traumatisant, c'est que ça m'a énervé, quoi. Que tu rigoles pas, je veux bien, mais que tu me respectes pas, ça me fait mal, quoi. Je veux bien que tu sois discriminant envers moi parce que je dis des dingueries. T'es pas d'accord et tu me tacles. Mais le racisme, ça fait mal de ouf parce que c'est ton vécu, quoi. Si tu tacles pas la personne, tu tacles la personne, ses ancêtres, tu tacles tout, quoi. Ça fait trop mal. Et c'est ça les pires scènes que j'ai vécues, ouais. Est-ce que tu peux me donner, bon, tu l'as un peu déjà fait, mais une personne qui t'inspire à l'étranger et une personne qui t'inspire en France? En termes de français, qui m'inspire le plus, après Mustapha, c'est Kevin Robin, en vrai. Depuis que Mustapha El Atrassi a pris sa retraite, c'est Kevin Robin, en vrai. Non, mais vrai, Kevin Robin, en vrai, il est pas connu. Hein. Et c'est une merde parce qu'il est pas connu. Je vous invite à écouter le premier épisode de Bientôt la Fame. Moi, j'ai une très grande admiration envers ce mec-là. C'est le mec qui fait le stand-up le plus puritain que je connaisse. C'est le mec qui est le plus réfléchi que je connaisse. C'est le mec qui est le plus fort en introspection. Tout ce qui sort de sa bouche, j'adore. Voilà, il dit trop de dingueries. Il fait trop kiffer, il est trop fort. Mais je le déteste parce qu'il fait rien pour qu'il soit reconnu. Et il a raison, en vrai, dans la finalité. C'est qu'il s'en bat la race, il veut pas être connu. Lui, il fait ça parce qu'il aime le stand-up. Mais des fois, il refuse tellement d'opportunités parce que lui, il veut juste être à Nantes, vivre avec les potes et tout. Et c'est affligeant comment il est fort, ce mec. Quand j'ai commencé le stand-up, la première fois que j'ai joué avec Kevin Robin, je l'ai enregistré sur scène. J'ai dit, attends, on va le réécouter, on va essayer d'analyser. Et il le sait pas, hein. Mais frère, bien sûr, j'ai tout analysé quand je débutais, je pouvais pas jouer. Donc ça, c'est Kevin Robin, c'est le meilleur pour moi en France. Ça, et puis aux États-Unis, après, il y a... Moi, j'aime beaucoup les gars qui sont un peu charismatiques, qui vont pousser le propos jusqu'au bout, comme les Dave Chappelle et tout. Je suis pas en accord avec tout ce qu'il dit, Dave. Mais je suis en accord avec tout ce qu'il fait. Ron White aussi, 70 ans, le bâtard. Il est sur scène avec son Sky et son cigare. Si moi, à 70 ans, j'arrive encore à faire ça, je serais trop content. Je pense que j'y rêverai jamais. C'est trop dur comme métier à 70 ans. Est-ce que t'as déjà des fans? Ouais. Tu fais des vues sur TikTok, les gens ils sont pas lucides, ils pensent que t'es connu, mais non. Oui, depuis que j'ai fait les vidéos sur Nantes, j'en ai fait 3 vidéos sur Nantes. Il y en a 2 qui ont fait 200 000 vues. Sur TikTok, c'est-à-dire que c'est 200 000 vues, mais la plupart, c'est des Nantais. Donc, du coup, oui, ça m'a été de ouf, parce que j'ai mis que des hashtags Nantes, que des blagues qui concernent les Nantais. Parce que faire 200 000 vues quand t'es pas connu, c'est très dur. Et moi, je l'ai fait juste parce que, justement, ça concernait vraiment les gens de Nantes, donc ils se partageaient entre eux et tout, tac, et donc ça a commencé à se développer. Le jour où je rentre du sport... Il y a un mec qui fait « Ah, c'est le mec de TikTok ». Moi, je baisse la tête, je fais « Mais pas du tout, TikTok, non, au moins 10, c'est l'humoriste. » Ou le mec d'Instagram, mais TikTok, nique sa mère, TikTok. Dès que je suis le mec de Clash of Clans, tant que t'y es. Nique sa mère, TikTok, en vrai. Et je fais « Quel bâtard, on est place Gralin, là. » Et le mec, il descend, il fait « Je peux avoir une photo ?» Pourquoi faire? Pourquoi putain de faire? J'ai fait des photos avec Jamel Debbouze. J'en ai jamais rien fait. Ça sert à rien. Juste à me mettre mal à l'aise. Il prend sa putain de photo, il la poste sur les réseaux sociaux, mais trop content d'avoir rencontré Hugo Levent au hasard dans la rue. Il t'a tagué et tout? Et il a mis ça en story, il a mis la photo de nous deux avec une petite musique. Après, il refait une story, mais je suis fou d'avoir rencontré Hugo Levent. Là, c'est cool, il a mis Hugo Levent, il a pas mis le mec de TikTok. Ah, il a pas mis le mec de TikTok, mais je suis là en mode... Même moi, je vais à la story, je fais, mais je suis trop content d'avoir réussi à monter jusqu'à Gralin. Elle est tellement dure, cette côte. Même moi, j'étais content d'être allé jusque-là. J'étais trop content. Est-ce qu'il y a une salle dans laquelle tu rêves de jouer? Il y a un peu cette règle-là que tous les humoristes se donnent de... La première fois que tu fais ta première capta, ton premier spectacle qui est filmé, tu le fais dans une grosse salle, la plus grosse que tu puisses remplir, pour justement que ça fasse du bruit, pour donner une impression de réussite, tu vois. Moi, en vrai de vrai, je pense que si je devais faire une capta pour que mes blagues elles soient le mieux portées,
forcément, c'est dans une petite salle. Parce que c'est là où les blagues, elles rendent le mieux. Parce que dans un zénith, tu fais ta blague, le rire, il arrive 4 secondes après. Dans une petite salle, ça arrive direct. Je kifferais, moi, mon objectif final, c'est de pouvoir jouer tous les soirs mon heure devant 80 personnes. Ça, moi, c'est mon rêve. Pouvoir jouer tous les soirs dans un comedy club, mon heure, wow, avec des gens qui boivent de la bière en rigolant, quoi. Nique sa mère, la scène où je suis 1,5 mètre plus haut qu'eux. Tu te prends pour qui et puis t'as l'impression de réviser devant un mur, il n'y a pas d'échange. Moi, j'aime bien, ils sont assis à la même hauteur que moi en gaulerie, quoi. On discute, on peut avoir des retours. Parce qu'il y a une salle qui me fait kiffer, non? On a tout dit. On a tout dit. Merci Hugo. Nique sa mère, les auditeurs. Merci pour tout Hugo. Merci Bengi. Ah. C'est pas Bengi? Non, c'est pas Bengi. Bengi, c'est le mec avec son dauphin. Ben, même si ça devient un E, c'est Bang. Hein. Mais moi, c'est un A. Ouais, bah Bang. Encore plus Bang. Mais c'est Bang. Un bang. Un banger. Un banger. Un bangy. Tu vois, tu me fais la même chose que la meuf qui dit que tu sais pas dire ton nom de famille. T'es raciste. Ah, je suis raciste envers les blancs. C'est du raciste anti-blanc. Est-ce que ça existe? Deuxième podcast. Avec mon nom de capitale de Centrafrique. Wow, c'est incroyable. Faut finir là-dessus. Merci beaucoup les auditeurs. Allez, merci. Soit les 42 personnes. Merci Hugo. À la prochaine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bientôt la Fame. Et d'ailleurs, pour que Bientôt la Fame devienne bientôt famous, n'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et même, pourquoi pas, à lui donner une excellente note sur les sites de streaming de podcasts. Cet épisode a été enregistré au studio de Lille à Nantes, la musique originale est signée La Piscine Records, et l'identité graphique est signée Clarisse Ferré. À bientôt la Fame.